Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit des débats, dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 6 juillet 2016, diffusée mercredi 10 août de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée samedi 13 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonjour amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour Jacques Bompard. Bonjour à tous. Nous avons le grand plaisir de vous recevoir ce soir pour discuter un peu de l'ensemble de votre parcours militant, de comprendre comment vous en êtes arrivé à être député, maire d'Orange et vice-président de votre intercommunalité, ce qui est un peu un inédit dans la droite nationale. Je crois que depuis de sombres années, ça n'était pas arrivé. Avant toute chose, la chronique un peu d'SOS Chrétien d'Orient dont vous avez l'habitude. Nous organisons à la rentrée 2 pèlerinages en Syrie. Un premier pèlerinage du 10 au 16 septembre et le second du 2 au 8 octobre. Il y a donc quelques places. Nous sommes pour cela liés à Odeya, qui est un organisateur de pèlerinage bien connu. Vous pourrez découvrir Mahaloula, Sednaya et Damas, notamment la porte de Saint-Thomas dans le quartier chrétien de Bab-Touma. C'est un pèlerinage exceptionnel que nous réalisons pour la seconde fois. La sécurité est bien entendu assurée en lien avec les autorités locales. Vous pouvez retrouver toutes les indications sur notre site soschrétiendorient.fr et téléphoner réservé auprès de nos aimables équipes que je salue si elles nous écoutent au 01 44 09 48 68. Et je crois que Jacques Bompard, vous avez aussi une actualité puisque vous aurez une université de rentrée en septembre. Comment les gens peuvent-ils s'y rendre et de quoi voulez-vous traiter ? Alors, les gens peuvent s'y rendre très simplement puisque Orange est à la fois un carrefour routier sur l'autoroute nationale 7 et une gare TGV, Avignon est à côté, donc les moyens d'y aller sont nombreux et variés. Ce que nous allons y traiter, c'est les conditions d'une renaissance politique. Ce pays est mortellement atteint par les partis politiques et siégeant à l'Assemblée, je suis effaré de voir que mes collègues, qui sont parfois de grande qualité par ailleurs, ne font pas de politique, n'en font plus au vrai sens du terme, c'est-à-dire au niveau des idées. Il y a des chapelles, voilà, c'est une histoire de chapelle maintenant, au mauvais sens du terme, pas au bon sens du terme. Donc, il faut recentrer tout cela et je pense je me bats pour l'union de la droite depuis des années et je crois que l'union de la droite, elle doit d'abord se faire autour des citoyens. Et donc, il faut leur proposer des fondamentaux. Et je crois que les fondamentaux, quand on analyse la situation politique du pays, sont évidents. Il y a d'abord la défense de la vie, parce que si on ne défend pas la vie, on défend la mort. Et nous sommes dans une société qui défend la mort. Ensuite, la famille, parce que c'est dans la famille que naît la vie. Et ensuite, le droit au travail. Je crois que sur ces 3 points, on a quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement stable, qui peut permettre de remplacer le cercle pollueur dans lequel nous sommes, le cercle de dégradation constante, par un cercle vertueux. Et sans ces points-là, il n'y a pas de renaissance possible. Donc, nous souhaitons que des cerveaux libres, il y en a dans le camp de la droite, viennent travailler là-dessus et montrer aux citoyens que une autre voie que celle des partis politiques est à créer, créable, et avec des fruits bénéfiques pour le pays et non pas des fruits vénéneux. Alors, pour arriver à ce point, qui est, j'imagine, le fruit de toute une réflexion politique et d'une réflexion militant, on se demande beaucoup comment et à quel âge vous êtes engagé en politique. Quel a été votre premier engagement ? Alors, mon premier engagement a été sentimental. J'ai vibré avec les peuples européens qui ont combattu la dictature soviétique, Budapest, la capitale allemande, tout cela m'a sensibilisé à un anticommunisme primaire et supérieur qui m'a porté, qui m'a fait rentrer en politique. Ensuite, la réalité de
de la rentrée de ce combat, c'est l'affaire de l'Algérie. Moi, j'avais appris que les départements d'Afrique du Nord étaient des départements français, que la Constitution disait que les territoires français étaient inaliénables, et tout naturellement, quand l'affaire d'Algérie est survenue, porté par le courant familial par ailleurs, je me suis senti partisan de l'arrivée au pouvoir de Gaulle. Et son élection a été un grand espoir qui, hélas, a été rapidement, parce que 4 ans c'est assez vite, rapidement déçu et catastrophiquement déçu. Parce que je considère que en politique, on a le devoir de respecter sa parole et le devoir de respecter le bien commun et le devoir de ne pas faire tuer ses concitoyens et ses soldats inutilement. Or, peut-être fallait-il que l'Algérie devienne algérienne. Peut-être, je ne veux pas rentrer dans la politique fiction, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on devait rendre l'Algérie algérienne, il fallait le faire le plus tôt possible, sans faire la guerre. Et à quoi sert de gagner la guerre sur le terrain pour ensuite donner le territoire aux ennemis, et pas seulement le territoire, parce que les accords d'Évian que personne ne connaît sont de la haute trahison. Donner en même temps que l'indépendance, le droit à la nationalité française de tous les gens qui sont nés à cette époque, tous les Algériens qui sont nés à cette époque-là, c'est de la haute trahison. Et quand le général de Gaulle disait « je fais l'Algérie algérienne pour ne pas faire colomber les 2 mosquées », là il a fait l'Algérie algérienne et colomber les 2 mosquées. Donc là, cet premier point m'a pratiquement imposé de faire de la politique, parce que si on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques qui sont là, eh bien il n'y a qu'une manière de faire, c'est de travailler à les remplacer. Donc je suis rentré en politique avec l'affaire d'Algérie et je n'en suis plus sorti en me faisant une promesse: tu ne te laisseras plus tromper. Et ceux qui gouvernent ma vie politique, c'est ça, ne pas me laisser tromper. Et pour ne pas me faire tromper, il y a une solution bien simple, c'est de se battre pour son peuple. Quand on se bat pour son peuple, quand on écoute son peuple, on ne peut pas être trompé. Mais le gros drame de notre monde politique aujourd'hui, c'est qu'il a un mépris abyssal pour le peuple, quel que soit le parti que l'on considère. Alors, pour revenir sur 2 choses, quel âge aviez-vous à l'époque? Et est-ce que c'était symptomatique d'une génération d'avoir été au départ confiant en De Gaulle et de s'être engagé un peu vis-à-vis de cette déception? Alors, quel âge j'ai en 58? J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Et je vais distribuer des tracts que mon père, qui était gaulliste à l'époque, avait dans son garage, et qui laissait pieusement, peut-être avait-il raison, dormir dans un coin. Donc, je me suis senti doublement trahi, parce que, en quelque sorte, j'avais œuvrer à la hauteur de mon âge pour que le changement vienne, et au lieu d'avoir un changement, on a eu une confirmation de ce qui était passé. D'ailleurs, il est remarquable de voir que De Gaulle a établi la 5e République pour lutter contre la République des partis, qui était la République des 4e, et qu'on a eu une République des partis bien plus puissante, avec des partis bien plus puissants aujourd'hui que ce qu'il était hier. Donc la faillite est totale, et je comprends que tous les hommes politiques le revendiquent, parce que dans ce contexte-là, c'est assez cohérent. Alors, ce contexte total de faillite, il va vous amener au militantisme étudiant. Alors oui. Où étiez-vous à la fac, et qui avez-vous fait? À la fac. Pour activité OS, je fais 42 jours je suis condamné à 42 jours de prison, que j'ai fait en préventive. Donc, je sors tranquillement. Et là, je rentre à la faculté de sciences de Montpellier, et je monte un syndicat. Syndicat, c'est un corpo, la Corpo FNEF, puisque c'était ce qu'il y avait de corporatiste le plus à droite. Ce qui a été assez amusant, c'est que j'ai été confronté tout de suite au fair play de mes adversaires qui ont sorti le fait que je sortais de prison. Donc, je monte une Corpo FNEF, et en même temps, j'adhère à la FEN, Fédération des étudiants nationalistes, qui a été une excellente école de formation. J'en ai été le responsable syndical. Et là, j'ai approfondi ma formation politique, qui était très affective jusque là.
avec un excellent opuscule qui a été réédité il y a pas très longtemps, Critique positive, qui était brillant, je crois qui était fait par Dominique Vénère. Là, je me mets à faire de la politique. D'ailleurs, j'en fais peut-être un peu trop, parce que je réussis ma première année de fac, et puis mon syndicalisme fait que je réussis les IPES en même temps, l'Institut de préparation à l'enseignement, ce qui fait que j'ai mes études qui sont payées, mais je suis pas très brillant de mes examens. Tout ce qui est science, ça j'apprends ça très vite. Les mathématiques supérieures, ça demande un travail qui à l'époque était au-dessus de mes forces. Donc, au bout de quelques temps, il faut que je vais enseigner. Et puis, au bout de quelques années d'enseignement, ça me fatigue parce que déjà, la perniciosité que l'on voit dans l'enseignement se développe. Donc, je reprends mes études. Je réussis MPC, oui, la première année de médecine. Et puis, je fais chirurgie dentaire parce que c'est un peu plus rapide et que comme le temps passe, il faut que j'aille au plus direct. Donc en même temps, je monte. La FEN est dissoute. La FEN s'auto-dissout. Il y a le réel qui se fait à la suite, et puis ça part en brioche quand même. Je participe à la création d'Occident, puis d'Ordre Nouveau. Alors on va revenir un peu sur l'ensemble de ces mouvements, si vous voulez bien, pour qu'on comprenne un petit peu. Donc la FEN, la Fédération des étudiants nationalistes, se monte à l'époque entre Alain de Benoît, Dominique Vénère et François d'Orcival, je crois. Tout à fait. C'est les trois patrons, oui. Alors, quelle était un peu l'ambiance qui animait ce mouvement? Dans quel état d'esprit était cette génération? Alors, c'était une structure quand même qui était assez hiérarchisée, où le respect de la hiérarchie était la règle. C'était trois personnes de grande qualité. C'est vrai que on les a vus disparaître politiquement à un moment parce qu'ils se sont découragés. Peut-être à raison, peut-être à tort, j'en sais rien. De toute façon, si ça s'est fait, c'est que c'était à raison. Hein. La vie, c'est ça. Et cette école de formation, parce que c'était une école de formation, a disparu et ça a été remplacé par le spontanisme étudiant d'Ordre Nouveau. Et qui était bien sympathique, mais qui était pas du tout extrémiste comme on le dit, c'était plutôt farceur, il faut bien le dire. Vous aviez retrouvé la vieille tradition. Plein de traditions étudiantes. Alors donc Ordre Nouveau vient ensuite. Ordre Nouveau, vous êtes encore à Montpellier ou vous avez je suis à la fois à Montpellier et à Orange à la fin d'Ordre Nouveau. Je suis le patron d'Ordre Nouveau à Montpellier. Et je suis enseignant à Orange. Et puis en 72, on est contacté par les amis du front, par Alain Jamet à Montpellier, qui est un ami personnel et d'une fidélité totale à Jean-Marie Le Pen. Et c'est bien volontiers qu'on fait l'union de la droite déjà, fait l'union de la droite. Et il y a une différence avec Ordre Nouveau, c'est quand même c'est un peu moins étudiant, c'est un peu plus sérieux. Et je refais connaissance avec Jean-Marie Le Pen que j'avais vu dans un meeting avec Tixier-Villancourt, ça m'avait pas du temps de la fête et du temps de la campagne Tixier-Villancourt, ça m'avait pas trop emballé, puis je trouvais assez amusant de voir que les héritiers de l'Algérie française, en fin de compte, s'étaient tenus à côté du combat de l'Algérie française, hein, parce que Le Pen, il a des sentiments pour l'Algérie française, mais il fait rien, ça s'engage pas dans l'Ouest, ça n'engage nulle part. Et Tixier-Villancourt, lui il défend, mais il a rien fait non plus. Donc j'avais été un peu assez réticent sur cette campagne-là, et je revois Le Pen
au front, il a mûri, il est brillant, c'est une pompe à huile, hein, il pompe les idées de tout le monde pour les mettre en forme et les sortir brillamment. Il y a un entourage sympathique, je trouve, de gens qui sont restés mes amis, d'ailleurs, qui sont toujours mes amis, ils sont maintenant exclus du front, donc ils sont triplement mes amis. Donc c'est intéressant, et il y a une potentialité de plus grande efficacité. Donc, quand mes amis d'Ordre Nouveau abandonnent le front, moi j'y reste, parce que cet abandon du front, en plus, n'est pas très sérieux. Ce qu'ils ont fait après n'était pas tellement revendicable, politiquement du moins. Donc, je participe au front, donc je suis le numéro 2, Alain Jamet étant le numéro 1. Donc, quand vous lancez le Front National, vous êtes le numéro 2. À Montpellier, oui. À Montpellier. Ouais. Je commence à m'agiter tout doucement sur Orange quand j'installe mon cabinet dentaire en 75. Donc là, je monte mon cabinet dentaire et je monte le front qui n'existe pas réellement sur le Vaucluse. J'en fais une fédération qui marche. La preuve année, c'est qu'en 86, en 85 plutôt, Jean-Pierre Stirbois me dit, tu sais que tu vas être député? Non, je sais pas que je vais être député, parce que c'est pas pour ça que je me bats, hein, c'est pas pour ça que je me bats. Je me bats pour défendre mon pays et mon peuple, et non pas pour être député. Mais si je peux être député, pourquoi pas? Donc, je deviens député effectivement, et conseiller régional en même temps. À l'époque, le Front n'était pas contre le cumul des mandats. À l'époque, entre 75 et 85, ça ressemble un peu à quoi le Front National? C'est un embryon de parti. Alors, tout le monde est sur la même idée. Alors, c'est quand même une bande d'amis. Hein. C'est très très fraternel. C'est tu et toi. C'est pas Monsieur le Président. C'est tu et toi. C'est très fraternel. On boit et on mange ensemble. On chante des chansons. On va faire le coup de poing contre Madame Viel. Enfin, c'est plutôt Madame Veil. C'est plutôt eux qui font le coup de poing, parce que on y va une bande avec Marie-Claude qui est en scène d'ailleurs, et on se fait agresser. Le Pen conteste le discours de Mme Veil, et un par un, ils nous attrapent et ils vont nous tabasser dehors. Donc Marie-Claude qui a été tabassée alors qu'elle était enceinte, et on a dû notre salut que parce que dans l'après-midi, je faisais partie de l'UJCD également, de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes. J'avais été à une réunion de l'UJCD où il y avait des gens qui étaient du côté de Mme Veil dans la soirée. Donc, ils sont venus, ils sont sortis de là. Donc c'était ouvert, sympathique et libre. Et libre, oui, libre. Et puis on défend des idées cohérentes, hein, c'est celles que je défends toujours d'ailleurs. On défendait des idées cohérentes et on les défendait quelquefois peut-être dans la forme avec une exacerbation qui est condamnable, ou condamnée en tout cas, et qui était pas bonne politiquement, parce que c'est vrai que on ne peut dire aux gens que ce qu'ils comprennent facilement. Hein, et si l'on déborde, eh bien on est fautif. C'est vrai. On n'a pas. On doit s'auto-réguler et on doit avoir une pensée cohérente. Hein. Je crois que le maître mot de tout ça, c'est la cohérence. Et c'est vrai que avec l'amitié nous faisait tout pardonner en fin de compte. Hein. Mais c'est vrai que un petit peu plus d'exigence dans la forme et dans le fond, eût été utile. On sent quand même à cette époque-là que le Front peut être un parti de pouvoir. Déjà, on le comprend. En 86, Jean-Pierre Stirbois est là. C'est un garçon travailleur qui apporte au Front. Alors pour les plus jeunes qui écoutent cette émission, est-ce que vous pouvez présenter qui était Jean-Pierre Stirbois? Alors Jean-Pierre Stirbois, c'était il venait de Nouvelle Voie, je crois. Hein, c'était un jeune imprimeur qui était travailleur. Et ça, c'était une qualité qui était un petit peu rare au Front, il faut bien le dire, qui était plutôt des dilettantes. Donc Jean-Pierre apporte ce côté travailleur, ce côté structuré qui manquait au Front. Il devient secrétaire général du Front et il organise le Front, qui était une gigantesque pagaille. Donc, il organise le Front,
Et le front progresse, il gagne Dreux, qui marque un tournant dans la progression du front, on devient un parti qui pourrait prendre le pouvoir. D'ailleurs, Le Pen en est fort embêté et donc crée un pôle supplémentaire qui a pour but de combattre l'efficacité de Stirbois avec Bruno Maigret, à qui donne un poste de directeur général, je crois, qui était totalement inutile et qui avait pour seul but d'empêcher Stirbois de travailler sereinement. Donc c'est un handicap, c'est une pollution qui aura ses répercussions, puisque la dissidence de Bruno Maigret en est le fruit, et que son père, c'était Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Donc, le combat n'empêche pas que le front entre ces deux pôles n'empêche pas que le front progresse, mais ce qui va changer complètement la vie politique au front, c'est la mort de Stirbois, qui a été une libération pour Le Pen, certes, mais qui pour le front a été catastrophique. À partir de ce moment-là, on n'a plus eu aucune possibilité d'accéder au pouvoir, et c'est le cas aujourd'hui aussi du front tel qu'il est, avec la différence qu'il ne défend même plus les idées du front. Qu'est-ce qui va changer à la mort de Jean-Pierre Stirbois? C'est le sérieux, la capacité de travail? Jean-Pierre Stirbois meurt. Aussitôt, Jean-Marie Le Pen nomme comme secrétaire général à la place de Jean-Pierre Stirbois Karl Lang. Karl Lang est très jeune et il est mis là, et d'ailleurs il a souffert beaucoup, il est mis là pour être le porte-serviette de Le Pen et non pas pour être le secrétaire général. Donc on lui fait faire un bout de porte-serviette, ce qui n'est pas bon pour le front, ce qui n'est pas bon pour Karl Lang non plus, qui est un garçon plein de qualité. Là, on le stérilise. La guerre entre Karl et Bruno Maigret continue, ce qui arrange bien Le Pen, parce que plus la pagaille, plus il fait ce qu'il veut. Mais la progression politique du front est finie. Alors cette progression politique, elle finit, mais en attendant, vous devenez député. Alors, j'étais lui député avant. Ah pardon. Alors chez les députés en 86. Alors c'était très amusant parce que la première réunion des parlementaires à l'Assemblée nationale, c'était assez extraordinaire. Il aurait fallu le filmer. Moi, je suis de ma province. J'arrive, je suis gentil, je suis timide, et je vois tout le monde se jeter sur les responsabilités, sur les responsabilités politiques. Alors, la place la plus convoitée, c'était responsable de l'immigration, responsable des questions d'immigration, etc. La sécurité ensuite, etc. Donc, je vois mes copains se jeter là-dessus, dépouiller le cadavre, et j'arrive à sauver, pour moi, l'agriculture. Ce qui n'était pas un poste très recherché, faut bien le dire. Mais poste pas recherché du tout, personne n'en voulait, et poste qui était considéré comme sans solution par Jean-Marie Le Pen, qui disait l'agriculture, il n'y a pas une agriculture, il y a 100 agricultures en France, donc on ne peut pas avoir de doctrine en matière agricole. Moi, je suis chirurgien dentiste, mais je suis issu d'un monde rural. Mes grands-parents, mes oncles, mes tantes sont paysans. Donc, je les interroge. J'interroge les responsables agricoles de mon département. Je compulse et je définis une doctrine agricole parfaitement cohérente d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on pense, politiquement, il y a en France des lobbies qui veulent faire disparaître l'agriculture familiale qui existait à l'époque, qui d'ailleurs l'a fait disparaître, et qui tranquillement détruit notre agriculture. Donc je l'établis par un premier livre, et je fais une tournée des départements pour développer le programme agricole du Front, qui est en fait le programme agricole le mien. Et au bout d'un an, il y a Le Pen qui dit tu sais, je vais faire un discours sur l'agriculture. Écoutez. Vous l'aviez convaincu. Alors, il fait un discours sur l'agriculture. C'est avec plaisir que je vois que c'est le mien.
avec le talent de Le Pen, hein, mais que c'est le mien. Et il oublie un peu de m'en rendre la paternité, mais je dois vous dire que je ne lui en veux pas pour ça, parce que c'était en fait une reconnaissance de mon travail. Donc on a fait, j'ai défendu des thèses au Front National et en France que personne n'avait fait. Ce qui n'empêche pas, alors je suis plus député, le Front gagne des députés européens, et Jean-Claude Martinez prend à l'Europe les questions agricoles, et donc Le Pen m'enlève ma responsabilité agricole au Front. Mais comme je suis un gentil garçon, je renacle pas, et je m'occupe d'écologie. Moi, l'agriculture, est-ce que vous me laissez l'écologie à ce moment-là? Oui, on peut te laisser l'écologie. Pareil, personne ne voulait toucher à l'écologie. Donc, je touche à l'écologie, je fais un bouquin aussi, que je fais une tournée des départements pour développer la politique sur l'écologie que nous avons, que j'ai mis en place. Et avec Jean-Claude Martinez, on fait une tournée de France sur les questions agricoles ensemble. Ça a été aussi très sympathique. Et j'ai mieux connu Jean-Claude, qui est un garçon à connaître. Vous êtes restés amis. On est toujours amis. Avec Bah, c'était pas sa faute. Puis de toute façon, il a racheté cet hold-up en tournant à moi, donc en revendiquant en quelque sorte la paternité. D'ailleurs, lui a porté quelque chose parce qu'il avait une autre présentation. Il a une présentation internationale. Moi, elle était politique, c'était très politique. Lui, c'était plus international. Mais je crois que j'ai bien travaillé au front, que je l'ai fait avancer. Les problèmes sont survenus au front à l'université, ma personne avec le front, à l'université d'Orange en 1998, je crois. Alors que se passe-t-il à Orange en 98? Puisque vous venez d'oublier, et c'est rare que vous le fassiez, que vous êtes élu maire entre-temps. Ah oui, en 95, peut-être on y reviendra. Alors, bien sûr. Une carrière parallèle un peu. Donc, en 98, l'université était à Orange, et le discours d'inauguration, c'est le gendre qui le fait, un des gendres de Le Pen, qui le fait, qui est le père de Marion. Il nous fait un discours sur le thème, on avait des échos préalables, que le Front ne doit plus lutter contre l'immigration, parce que c'est ringard, que ça nous empêche de rentrer dans la vie politique normale, et que si on abandonnait ça, on deviendrait fréquentable et qu'on serait fréquenté. Pourquoi fallait-il être fréquentable d'ailleurs, hein? On peut se poser la question. Bon, donc je prends la parole, je fais un discours à la suite de ça, pour dire que c'est suicidaire de mettre cette politique en place, que ça reviendrait à faire disparaître le front, que si on veut faire disparaître le front, à ce moment-là, il faut le dire, et non pas le faire sur la demande. Il y a un accrochage sévère. Et Le Pen est ulcéré, il engueule violemment Bernard Anthony, qui s'occupait de l'université d'été, alors qu'il était pour rien. Et à partir de ce moment-là, c'est la guerre entre Le Pen et moi. C'est une guerre où les membres du bureau politique me soutiennent par derrière, en me disant oui, tu as raison, vas-y, parce que moi je suis libre, mais eux ne me soutiennent pas parce que la plupart d'entre eux sont salariés du front et donc ne peuvent pas avoir une idée différente du patron. Donc situation ubuesque qui se règle quand Le Pen décide de m'exclure. Alors il me convoque dans le conseil discipline, j'y vais, il me fait un réquisitoire imbécile, je dois le dire, j'ai très déçu parce que c'est un garçon intelligent, et je lui réponds en toute sérénité, j'évacue toutes ces bêtises, et la commission de discipline dit mais on n'a rien à lui reprocher, et il met tout son poids dans la balance pour me faire exclure provisoirement 6 mois. Alors
comprends bien, on m'exclut provisoirement 6 mois sans prétexte, au bout de 6 mois, on me réexclura. Alors je dis, moi, c'est une exclusion définitive, je m'en vais. Alors mes amis du bureau politique me disent, non, ne pars pas, attends, ça va s'arranger. Bon, je leur fais plaisir, j'attends. Et 6 mois plus tard, je suis de nouveau exclu provisoirement. Donc là, je considère que c'est une exclusion définitive. Je m'en vais avec beaucoup de soulagement et je commence à te rejoindre périodiquement par tous les autres. Marie-France Tirbois est exclue, et Tutti Quanti est exclu. Bon, Beauregard est exclu, ce qui n'a pas empêché de rejoindre le front il y a quelque temps. Voilà. Et le front se vide non seulement de sa substance, de ses cadres, mais se vide de sa doctrine, parce que il y avait une cohérence dans la pensée du front qui faisait sa force. Et dès que la cohérence n'est plus là, eh bien on vit sur ses restes. Et c'est le cas du front qui vit sur ses restes, parce que les gens qui votent encore pour lui croient que le front était ce qu'il était, alors qu'il n'est plus ce qu'il était. Alors vous pensez donc que la politique de dédiabolisation de Marine Le Pen n'a en réalité pas fonctionné, qu'elle a vidé le parti de son essence? Oui, on le voit bien, parce que le discours de diabolisation demeure, et hélas, le fonctionnement du front le valide, le fonctionnement interne du front le valide, parce que ce n'est pas tout de se dire mais on est comme les autres. Dans les faits, c'est un parti qui n'est pas comme les autres dans son fonctionnement. C'est un fonctionnement, c'est le fonctionnement du Parti communiste en fin de compte. Donc le fonctionnement du Parti communiste, il peut convenir peut-être au Parti communiste, mais il ne convient pas au peuple français. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand les gens sont élus au front, qu'ils le voient vivre de l'intérieur, ils en partent. Et ne restent que les plus attachés aux prébendes électorales, ce qui est pas dramatique non plus. Alors, comme vous le disiez, entre-temps, vous avez une carrière parallèle que Marine Le Pen vous reprochera en son temps. Comment commence cette carrière parallèle? Comment avez-vous réussi à conquérir la ville d'Orange? En appliquant l'inverse de la philosophie du front. Quelle était déjà la philosophie du front, quand même? C'est « adorez-moi et nous finirons par gagner ». Et moi, je pense que aimer, c'est bien, adorer, c'est Dieu qu'on adore et pas personne d'autre, et travailler, c'est encore mieux. Donc, à partir du moment où j'ai fait de la politique sur Orange, j'ai travaillé. Je travaillais dans mon cabinet, je soignais les dents, mais je parlais politique aussi. Et je parlais politique tout le temps, parce que c'est ça le boulot d'un responsable politique, c'est de parler, pas seulement dans les tribunes, mais parler au peuple. Donc j'ai parlé, j'ai écrit, j'ai fait une flopée de journaux que je distribuais sur Orange et sur le Vaucluse, que les autres pouvaient distribuer sur le Vaucluse, parce que je peux pas distribuer partout non plus. Mais j'ai fait beaucoup de journaux, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des réunions, j'ai fait mon travail de militant politique. Et ce travail de militant politique a progressivement à payer. Je suis d'abord rentré dans l'opposition au conseil municipal d'Orange en 89, où j'ai mené, on était 2 élus du front. En fait, c'était pas la liste, c'était pas une liste du front. Enfin, on savait bien que j'étais représentant du front. On était 2 élus et la droite gaulliste avait 4 ou 5 élus. Mais c'est moi qui ai mené l'opposition. Ce n'est pas les autres, c'était moi. On a mené l'opposition durant tout le mandat. On a combattu chaque erreur commise par le maire socialiste, par un journal, non seulement par un travail en séance, mais par un journal. Et j'ai eu la chance que ce maire, qui était un enseignant, soit comme les enseignants socialistes, c'est-à-dire très dogmatique, très prétentieux. C'est même pas lui qui gérait la ville, c'était ses chargés de mission qui venaient de Paris. Il y avait d'ailleurs le frère de notre premier ministre actuel qui était le chargé de la com à Orange. Donc, ouais. Donc, et on exploitait chaque erreur.
Et on a eu une triangulaire au deuxième tour, et j'ai gagné l'élection avec 87 voix d'avance. Donc j'ai été élu maire. La ville était dans une situation dramatique, économiquement dramatique. Le taux d'investissement net était négatif depuis 10 ans. C'est-à-dire non seulement durant tout le mandat socialiste, mais durant la moitié du mandat RPR précédent. Donc la situation financière était grave. On a rétabli la situation financière très vite. Très vite. En 6 mois, le taux d'investissement était redevenu positif. Alors comment avez-vous fait ça ? Alors, j'ai pris tous les dossiers un par un et je trouvais des anomalies dans tous les dossiers. Chaque dossier était pollué. Donc, on le remettait d'aplomb. Il y avait chaque service faisait ses achats. Il y avait 10 services achetés. Alors, d'abord, ils n'obtenaient pas les mêmes. Alors, j'ai mis une centrale d'achat. Ils ne pratiquaient pas les mêmes tarifs que quand on passe par une centrale d'achat. Ils ne géraient pas ce qu'ils achetaient. Et donc, c'était le grand gaspillage. On a diminué le montant attribué au service de 10% par an sur plusieurs années. C'est vous dire s'il y avait du gras. Les appels d'offres, là, quand il y avait des appels d'offres, ils étaient pas faits pour le moins de 10 ans. Ils étaient faits sur d'autres règles. Bon. Donc, on a appel d'offres pour tout, centrale d'achat, contrôle des consommations. Par exemple, les habits, ils sont échangés contre usure. Ils sont pas donnés tous les ans. Les fonctionnaires avaient des stocks d'habits puisqu'on leur en donnait un tous les ans alors qu'il n'était pas usé. Sur tous les plans, les dossiers étaient anormaux. On a obtenu le bicouche, ce qu'on met sur les routes. On l'a obtenu au tiers du prix. On a obtenu un des premiers contrats que j'ai obtenu, j'étais élu en juin, et en juillet, il y a l'éco-régie, dont il y avait des bungalows. Les bungalows se louaient depuis des années sans appel d'offres. On a fait un appel d'offres, on a eu 40% de réduction. Et encore mieux, 40% alors que c'était le même fournisseur. Donc, et ça, j'y continue. Donc, on a rétabli les finances très, très vite. On a commencé à diminuer les impôts. Et en même temps, on a commencé à auto-investir. Et aujourd'hui, les finances de la ville d'Orange sont des finances qui sont une des meilleures de France, je pense la meilleure de France d'ailleurs, puisque nous fonctionnons en autofinancement totalement, que nous n'arrivons pas à consommer toutes nos réserves financières, alors que nous n'avons plus du tout d'endettement et que, comme je vous disais tout à l'heure, le taux des impôts diminue tous les ans. Donc ça montre que une autre gestion est possible, et si on appliquait cela aux conseils généraux, aux régions et à l'État, la France serait un pays riche et on pourrait arrêter d'augmenter les impôts des Français et les diminuer drastiquement. Oui, vous avez été élu départemental, élu régional, élu national. Alors j'ai été élu départemental. Ça a été le début d'un sentiment de victoire. Parce que certes être élu maire et être réélu maire surtout, parce que aux élections suivantes, je suis élu au premier tour avec 60% de voix. Donc il y a plus photo. Je suis le maire. Et c'est d'autant plus remarquable qu'à Orange, jamais un maire n'avait été élu 2 fois. Donc c'est assez amusant et satisfaisant ça aussi. Mais quand j'ai été élu conseiller général, c'était important parce que ça montrait que le travail qui était fait sur Orange rayonnait en dehors. Donc moi, je suis devenu conseiller général du canton Est. Et ensuite, Marie-Claude est devenue conseillère générale du canton Ouest. Et puis, elle est devenue maire de Bolène. Là aussi, ça montrait que nous étions en train de rayonner. Et que ce rayonnement, si on l'avait appliqué comme je l'avais voulu du temps où j'étais au front à l'ensemble du Vaucluse, le Vaucluse aurait été pris. Comme d'ailleurs le Vaucluse aurait été pris au dernier conseil général si
au lieu que le front fasse la guerre, on avait fait l'union, qu'on avait travaillé en bonne intelligence. Donc, ça montre, c'est un message d'espoir, ce qui s'est passé à Orange et à Bolène, parce que dans un cycle d'échecs, nous avons montré que la victoire était possible. Ce qui nous rappelle la phrase d'un grand maître qui disait que le désespoir en politique est la sottise absolue. Alors cette victoire, elle va s'avancer petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, en tant que maire d'Orange, est-ce que vous diriez que le gros du travail que vous aviez à faire a été effectué? Alors, sur Orange, oui. Sur Orange, oui. C'est une ville où tout fonctionne. Et ce fonctionnement a de l'élan. Hein, ça va pas s'arrêter d'un coup, ça va continuer. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours progresser, parce que quand on ne progresse pas, on régresse. Donc la progression, elle a été marquée par mon élection, après l'élection de ma femme à Bolène, par mon élection moi à l'Assemblée. Mais c'est vrai que il y aurait une nécessité à ce que ce travail que nous faisons sur le Nord Vaucluse, d'autres le fassent sur d'autres territoires. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire de la politique, d'abord il faut savoir pourquoi ils veulent faire de la politique. Est-ce que c'est par souci de promotion personnelle ? Auquel cas, effectivement, ils vont aller à ce qui est le plus facile. Ou est-ce que c'est pour combattre pour son peuple? Si c'est pour combattre pour son peuple, on ne peut pas aller dans un des partis politiques officiels. Parce que dans un des partis politiques officiels, on ne défend pas son peuple, on travaille pour le parti. Hein, on est un fonctionnaire du parti. Donc, qu'est-ce que je propose aux gens? Je propose de travailler. Hein, je propose de travailler, et pour une récolte pas immédiate, pour une récolte à terme, c'est-à-dire faire un travail de fond, un travail où on va nous demander, où nous donnons, Marie-Claude à moi et ceux qui travaillent avec nous faisons preuve de beaucoup d'abnégation. On travaille non seulement toute la semaine, mais le samedi et le dimanche. Quand on croit pouvoir se reposer, on est attrapé. Et puis il faut répondre à ces sollicitations, non pas impatiemment, mais gentiment, parce que sinon on donne une mauvaise image. Donc c'est un sacerdoce. Et on voit bien que le sacerdoce religieux en France n'est pas en pleine expansion, et le sacerdoce politique est peut-être encore plus difficile que le sacerdoce religieux, parce que on peut s'appuyer sur Dieu, mais on s'appuie surtout sur nous et sur les gens qui sont avec nous. Donc, on propose un combat difficile, et si on ne trouve pas de combattants dotés et des talents et de la volonté pour mener ce combat, eh bien, les choses seront difficiles. Il y a quand même quelques satisfactions dans la transmission. La Ligue du Sud a conservé les 2 cantons historiques aux élections départementales. Une partie de vos activités sont particulièrement relayées. Vous êtes le 3e député dans le dépôt de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Dans votre manière de mener votre combat aujourd'hui, vous avez peu d'accès aux médias de l'oligarchie. Est-ce que vous êtes satisfait? Quel est votre sentiment à ce sujet? Alors, là où je me sens très tricard, mais c'est une forme de compliment, en fin de compte, c'est dans les grands médias. Hein. La télévision, là, je suis tricard. Je suis tricard depuis le combat ou contre plutôt le mariage gay, où j'ai été le premier à défendre que le mariage c'était un homme et une femme, ce qui est vraiment une idée absurde, chacun le reconnaîtra. Donc je suis tricard depuis, et ça veut dire que je suis bon, parce que si j'étais mauvais, il m'interrogerait. Bon, donc ça me console un peu, mais par contre,
ça me prive de la formidable courroie de transmission qu'est la télévision. Hein, c'est colossal. Donc ça, c'est embêtant. Mais on fait avec, puisque les médias sont dans les mains de nos ennemis, et des ennemis de la France, des ennemis même du monde. Hein. Ils détruisent l'humanité. Hein. L'objectif, c'est ça. Mais on est bien obligé de faire avec. Et je rappelle toujours, mais ça fait des dizaines d'années que je rappelle, c'est que quand la télévision vous montre beaucoup certaines gens, ceux qu'ils vous montrent les servent, parce que sinon ils ne vous les montreraient pas. Hein, la télévision, elle n'est pas au service du peuple, elle est au service de l'oligarchie. Donc quand la télévision montre des gens, elle les montre beaucoup, c'est que d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, ils servent l'oligarchie. Alors ce service de l'oligarchie, il est devenu l'un des principes fondateurs de la politique contemporaine. Vous êtes combattant à l'Assemblée nationale et dans diverses structures. Pour vous, quel est le principal des méfaits qui auront été commis sous le quinquennat de François Hollande ? Ah, vous savez, là, le principal, il y en a beaucoup. Alors, si, il y en a quand même. Le principal, c'est justement la destruction des principes. La gauche au pouvoir a, avec une âpreté et une violence, voulu continuer la révolution de 1789, avec une haine de tout ce qui est naturel, qui est abyssale et qui est terrorisante même. Hein. Si l'on voit la réalité de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils ont fait, il faut avoir peur. Et on voit bien par ailleurs que ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire augmenter le niveau de vie des Français, augmenter la sécurité des Français, ce qu'ils avaient promis, dans la réalité, ils ne l'ont pas fait, et ils ont fait que ce qui était mauvais pour le peuple et mauvais pour le pays. Donc là aussi, on pourrait dire que c'est de la haute trahison. Et je discutais dans une commission avec deux élus socialistes sur un débat sur les réfugiés, et ils se sentent quand même pas très fiers. Et le seul argument qu'ils ont su m'opposer, c'est c'est la volonté de l'Europe. Donc ils sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour servir l'Europe. Et l'Europe que nous avons, ce n'est pas l'Europe, c'est une anti-Europe. C'est une Europe des lobbies, une Europe au service des intérêts financiers américains, pas des intérêts américains, des intérêts financiers américains. Et tout cela américains, des intérêts financiers en règle générale, parce que ceux des États arabes unis aussi, ils y sont, ou ceux des États du Moyen-Orient, dont ils défendent le fric, strictement le fric, et les socialistes, qui avaient prétendu faire la guerre à la banque, en fait, ont été de parfaits serviteurs de la banque. Je l'ai dit à la tribune, quand la loi sur la banque est passée, c'est une parodie, et en fin de compte, elle donne encore plus de droits aux banquiers que ce qu'elle en a enlevé. Donc, les atteintes à la vie, les atteintes à l'ordre naturel des choses, c'est criminel. Alors le ministre de la Ville, Patrick Kanner, vous a accusé de ne pas être républicain en séance en juin dernier. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je me rappelle plus ce que je lui répondais, mais je sais ce que je lui répondrai maintenant. Je me rappelle plus de la phrase que j'avais dit. Mais pour moi, être républicain, ça ne se décrète pas. On est républicain à partir du moment où on participe démocratiquement à la vie publique. Or, je participe démocratiquement à la vie publique depuis que je mène le combat politique, et donc dire de moi que je suis pas républicain, c'est absolument affolant, du temps que, à la différence d'eux, moi, quand je suis aux affaires, je fais ce que j'ai promis, et non pas le contraire de ce que j'ai promis. Donc, pour moi, si je voulais donner un sens à mon républicain, ça serait le respect du peuple, dont le respect des engagements électoraux. Or, cela, il n'y a aucun parti politique qui le fait. Alors, vous avez les partis politiques en ligne de mire. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ?
Alors, ce que je reproche aux partis politiques, en fin de compte, c'est ce que leur reprochait De Gaulle. C'est assez amusant. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas être au service du peuple, d'être au service des intérêts du parti. Et les services des intérêts du parti, on le voit bien. Hein, quand vous avez un pays dont le gouvernement donne des avantages à des investisseurs étrangers qu'il ne donne pas aux travailleurs français, faut le dire clairement, c'est de la haute trahison. Quand on promet ce que les gens veulent entendre et qu'on fait le contraire de ce qui pourrait amener à ce que ces promesses soient tenues, c'est de la haute trahison. Et ce que je reproche aux partis politiques, c'est de commettre de la haute trahison et bien sûr d'être à l'opposé de l'esprit démocratique. Parce que qu'est-ce que l'esprit démocratique? C'est de dire que le peuple doit avoir le pouvoir. Comme le peuple ne peut pas exercer le pouvoir directement, il doit le déléguer. Il est obligé de le déléguer. Il ne peut pas en faire autrement. Mais il doit le déléguer pour faire à des gens qui vont faire ce que le peuple souhaite. Donc, si l'on a des doutes, on fait un référendum, on procède non pas, on procède ponctuellement sur des sujets donnés. Et puis surtout, on doit être à l'écoute du peuple. Or, on le voit bien, tout le travail des partis politiques, c'est de casser les liens que peuvent avoir les élus avec le peuple. On le voit bien avec la loi sur le cumul des mandats, qui contribue à faire encore plus qu'avant des députés et des parlementaires hors sol. Alors un parlementaire hors sol, un parlementaire qui n'est pas en symbiose avec ses concitoyens, donc qui passe pas beaucoup de temps avec ses concitoyens, c'est un député ou un sénateur hors sol, et donc un nuisible. Hein. Quand un élu est détaché de ses concitoyens, il ne fait plus œuvre utile, il fait œuvre de nuisible. Donc je suis pour des parlementaires et des élus qui ne soient pas nuisibles, qui soient au service du peuple, et pour cela, eh bien, il faut... je suis pas contre les partis tels qu'ils devraient être, je suis contre les partis tels qu'ils sont, mais pourquoi faut-il des partis? Je pense qu'il serait beaucoup plus sain que le citoyen vote pour d'autres citoyens plutôt que de voter pour des étiquettes politiques. Les étiquettes politiques, ça n'a aucune reconnaissance. Moi, quand je suis au milieu de mes électeurs, ils me parlent et je leur dis, voilà ce que j'ai fait pour vous, et on en parle s'ils sont pas d'accord. En général, à 80%, ils votent pas à 80% pour moi, mais ils sont à 80% pour moi d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que je ne fais que défendre leur intérêt. Je suis à leur service et non pas au service du parti. On pourrait vous rétorquer que d'une certaine manière c'est possible jusqu'au cran de député, mais qu'ensuite pour la prise du pouvoir, il faut bien en revenir à une étiquette. Non, mais alors là, par contre, c'est vrai que c'est un vrai problème. Parce que là, on n'est plus du tout dans la démocratie. L'élection présidentielle n'est plus du tout une élection démocratique. D'ailleurs, je pense qu'aux prochaines élections, au premier tour, j'aurai personne pour qui voter. J'espère que oui, mais je pense que j'aurai personne. Et au deuxième tour, ce sera pas un vote positif, ce sera un vote négatif. On votera pas pour, on votera contre. D'ailleurs, au deuxième tour, on vote toujours contre. Or, normalement, on devrait voter pour. C'est en votant pour qu'on devrait élire quelqu'un. Aujourd'hui, on élit quelqu'un en votant contre. Donc, c'est une aberration. Le dossier, c'est extraordinairement pollué par le fait des grands médias. Aujourd'hui, c'est la télévision qui fait les présidents de la République. Et on choisit le moins mauvais acteur, si j'ose dire. C'est celui qui passe le mieux à la télé qui est élu. Alors, c'est un moyen de sélection comme un autre, mais ce n'est pas un bon moyen de sélection. Le bon moyen de sélection, c'est de choisir le meilleur. Et pour choisir le meilleur, il faudrait pouvoir connaître les candidats, les connaître réellement. Or, aujourd'hui, vous ne connaissez pas les candidats. Vous les connaissez à travers ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous racontent. En général, une fois élus, ils font l'inverse de ce qu'ils vous ont promis. Donc, alléluia, on a tout compris. Et le mode de sélection est partisan. C'est le parti qui choisit les candidats. Donc, c'est le pouvoir financier qui commande au parti qui choisit les candidats. Donc, le peuple est complètement déconnecté et mis hors de cela. On vous met des marionnettes et vous votez pour une marionnette. Donc, il y a un vrai problème de l'élection présidentielle. Mais si on avait des élections locales,
au sens large du terme, dignes de ce nom, il ne serait pas incohérent que ce soit ces élus locaux, entre guillemets, qui votent pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire faire un niveau à 2 tours. Parce que là, ça pourrait être plus démocratique. À condition que les élus de premier rang, si j'ose dire, soient bien les représentants du peuple. Parce que le problème est là. En démocratie, il y a des représentants du peuple. Parce que sinon, ça peut pas se réaliser. Il faut choisir comme il faut ce premier étage. Si on choisit bien ce premier étage, le reste, en quelque sorte, suit. Alors, comment vous jugez l'évolution du niveau des élus locaux? Est-ce que ça a empiré? Est-ce que c'est resté la même chose? Quel est votre avis général? Alors, je suis un peu effaré de voir la timidité des élus locaux. Dans les intercos, on voit que ça prend assez peu, quand je dis assez peu, c'est presque pas la parole. C'est un petit peu, et quand ça prend la parole, c'est pas toujours, c'est quelquefois très partisan, c'est-à-dire pas l'intérêt commun, il est souvent balayé. Donc il y a un problème, là aussi. Mais il faut dire que la multiplicité des lois n'arrange rien. L'obligation de parité, moi, dans ma famille, la parité est parfaite. On a été élus tous les deux. Mais elle n'a pas été élue parce qu'elle était bonne épouse. Elle a été élue parce qu'elle a travaillé. Être élu parce qu'on est une femme ou être élu parce qu'on est un homme, c'est un peu embêtant. Et les responsabilités qui pèsent sur les élus ont plutôt tendance à décourager des gens de grande qualité d'aller se faire élire. C'est peut-être dommage aussi. Je crois qu'il y a toute une révolution à faire dans la structure politique du monde, de notre monde, puisque manifestement ça ne va plus. Alors je sais pas s'il faut une 6e République ou refonder complètement la 5e, mais c'est vrai que nous sommes dans un dysfonctionnement constant. C'est finalement votre victoire d'étudiant sur la pensée gaulliste. Oui, c'est ça. Vous avez fini par les avoir. Cette réflexion institutionnelle, elle vous anime également. Vous avez demandé la fin des multicompétences entre les strates régionales, départementales. Vous avez été très présent au moment du débat sur la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République. Comment vous percevez ce sujet et à quel point vous pensez que c'est crucial dans notre pays? Alors, nous sommes gouvernés par des gens qui ne réalisent pas ce qu'ils font. Depuis que je suis réélu député, on a prétendu faire des simplifications dans le fonctionnement administratif et chaque fois ça a été une complication supplémentaire. Les strates se multiplient et les gaspillages de ces strates se multiplient parce que on a l'impression que la finalité de chaque strate, c'est de gaspiller. Donc, il faudrait diminuer drastiquement toutes ces strates et en conservant, selon moi, les strates les plus basales. Donc, il faut conserver la commune, les intercommunalités, si elles sont plus grandes, c'est intéressant, ça peut fonctionner si elles sont élues au suffrage universel et non pas au suffrage à deux niveaux. Après, toutes les autres strates deviennent aléatoires. Je crois qu'il faut conserver l'État. L'Europe, il faut la conserver une fois qu'elle sera rénovée. Mais toutes les strates intermédiaires n'ont pas d'utilité fondamentale. Les compétences des départements pourraient être menées par des assemblées provisoires, pas définitives, des assemblées provisoires sur des problèmes concret, présidé par un préfet. Les préfets existent, ils sont utiles. Un préfet départemental réunit 2 ou 3 intercommunalités s'il faut pour traiter un problème du département, de l'ex-département, puisque le département n'a plus d'utilité. Et pour la région, c'est pareil. D'autant que les vraies compétences de ces collectivités s'amenuisent considérablement. Le Conseil général va garder strictement la compétence sociale. La région, on ne sait pas trop ce qu'elle va garder. Donc, on garde des structures politiques
et administrative inutile. Donc on pourrait simplifier drastiquement et arrêter des gaspillages qui sont difficiles à chiffrer. Parce que dans le même temps, ces collectivités délèguent à des associations. Donc non, c'est fou, hein, c'est absolument fou. Donc on pourrait simplifier drastiquement, faire que ce pays soit géré d'une manière organique, c'est-à-dire d'une manière intelligente, et on ferait des économies et on serait beaucoup plus efficace parce que les dossiers prennent un temps pour être traités considérable. Je vous parle par exemple de la déviation d'Orange. Ils s'y travaillent depuis 20 ans activement, et ça n'avance pas. Et d'autres dossiers durent pareil 10-15 ans. Il n'est pas normal qu'une fois que la décision soit prise, la réalisation de cette décision prenne autant de temps. C'est incohérent. Alors la déviation d'Orange, c'est assez archétypique. Aujourd'hui, vous êtes devenu un des gestionnaires les plus reconnus de France. Toutefois, vous semblez, le cercle de vos amis politiques en Vaucluse semble se restreindre. Est-ce que c'est avoir une mauvaise analyse du sujet ? Je pense pas que bon, c'est vrai que la guerre, le front a décidé de nous faire la guerre, mais il est pas aux affaires. Parce qu'on a cru, c'est pas tellement gênant. On a cru au départ que vous vous entendriez bien en 2012. J'ai tout fait pour m'entendre avec Marion. Quand elle est arrivée, je l'ai aidée, je lui ai mis à disposition mon vice-président à la Ligue du Sud, et je l'ai aidé. Pour les élections municipales suivantes, j'ai aidé toutes les listes frontistes qui le désiraient. Avec fort volontiers. Et quand on m'a demandé de ne pas prendre la parole au meeting de Sorgues que venait faire Marine, j'ai pas rué dans les brancards, je n'y suis pas allé, et puis voilà. Mais je sais pas si ça a été très positif parce que la liste n'a pas gagné à Sorgues. Alors, je ne dis pas que j'aurais déplacé 50% des électeurs, mais je dis que peut-être ça aurait été un petit plus, ça aurait pu changer la donne. On ne s'est pas entendu au sénatorial. On ne s'est pas entendu au sénatorial. Moi, je suis très clair là-dessus. Je vois Marion et je lui dis, on peut avoir, si on s'entend, un sénateur. Elle me dit, oui, c'est intéressant, qu'est-ce que tu proposes? Je dis, je propose que ma femme mène la liste, parce qu'elle est élue depuis longtemps, hein, c'est une Vauclusienne. Toi, le tien, c'est un parachuté, donc il se met en numéro 2, on fait liste unique, et à mi-mandat, Marie-Claude passe le relais à ton candidat, qui deviendra sénateur. Elle a pas été choquée, mais elle revient me voir quelque temps plus tard en me disant, la commission d'investiture a décidé que c'était mon candidat qui était tête de liste et ta femme qui était numéro 2, et il n'y a pas de passage de relais. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de négociation, on n'a pas de liste commune, et puis voilà, on n'aura pas de sénateur. Mais l'argument était simple, c'est que les voix qui se portaient sur Marie-Claude si elle était en tête de liste, c'est des voix qui ne se seraient pas portées sur son candidat qui n'était pas connu. Hein, et d'ailleurs, elle l'a bien vu lors de l'élection, où elle pensait que je serais écrasé, et où je n'ai pas été écrasé du tout, bien que elle m'ait piqué la liste de camarades que nous avions fabriquée pendant 6 ans. Hein, avec le tête de liste et le directeur de cabinet qui étaient des employés de la mairie d'Orange. Bon, je lui en ai pas voulu qu'elle me pique une liste parce que si elle me l'a piqué, c'est que les autres se sont laissés piquer, donc on va pas en faire un fromage. Hein. Mais j'aurais pu. Bon, je l'ai pas fait. Et elle, par contre, en voyant qu'elle n'avait pas eu le sénateur qu'elle aurait pu avoir avec moi, m'a déclaré la guerre. C'est de sa compère. Me déclarer la guerre en plus bêtement, hein, en refusant de me serrer la main à l'Assemblée, et puis en me la serrant quand elle se retrouvait dans le Vaucluse. Enfin, c'est ubu. Donc, elle m'a déclaré la guerre là. Elle l'a faite pour les cantonales, où elle a présenté des candidats contre nous. Elle l'a faite au régional. Et alors qu'elle avait annoncé qu'elle gagnerait le département, elle l'a pas gagné. On aurait pu peut-être le gagner ensemble. Pour le régional, non. Mais de toute façon, ce qu'elle n'a pas encore compris, c'est que une dynamique, ça s'instaure avec des amitiés plutôt qu'avec des haines. Et en multipliant les haines, eh bien, elle perd toute chance de pouvoir gagner. C'est dommage qu'elle n'ait pas compris cela.
Alors beaucoup vous font le reproche de vous être disputé avec une des personnalités politiques qui pourraient être les plus proches de vous sur l'échiquier intellectuel et politique. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds que je ne me suis jamais aperçu qu'elle était proche de moi, que tactiquement elle veuille de temps en temps s'opposer à sa tante. Ça, oui, je le vois, mais moi je l'ai vu défendre la loi Veil devant moi, à ma grande surprise, parce que quand avec son grand-père on allait contester Madame Veil et qu'on se faisait triquer par Jean-Pierre Pierre Bloch, on ne défendait pas la loi Veil à cette époque-là. Bon, donc je n'ai pas compris. Et quand, par exemple, quelque chose de tout frais, elle dit que la démocratie gagne toujours. Je sais pas dans quel livre saint elle a lu ça, mais pour ma part, je suis pas du tout convaincu que la démocratie gagne toujours. Très bien. Alors il nous reste une petite quinzaine de minutes pour continuer à aborder votre carrière politique. Je rappelle que nous sommes en direct, nous sommes à l'antenne de Radio Courtoisie et que nous discutons avec Jacques Bompard, député maire d'Orange, de son parcours politique. Dans votre parcours politique, il y a, vous l'avez cité à de nombreuses reprises, une moitié, Marie-Claude Bompard. Est-ce que vous l'avez convaincu de venir vous suivre? Comment ça s'est fait cette équipe de couple en politique? Je l'ai connue au front, donc j'avais pas besoin de la convaincre, elle était déjà convaincue, mais c'est une combattante valeureuse, passionnée, très passionnée, très efficace, très dévouée, très pointilleuse, et je dois dire que j'ai eu beaucoup besoin de son aide, comme je pense qu'elle a beaucoup besoin du mien. Nous sommes une exemplaire équipe de combat matrimonial et où la parité est parfaitement observée. Très bien. Alors, elle est maire de Bolène depuis 2000. Alors, elle est c'est son deuxième mandat de maire de Bolène et elle a fait le même processus. Elle a d'abord été un mandat dans l'opposition. Puis la qualité de son opposition lui a permis de gagner. C'est la marche normale. On fait ses preuves. On gagne, et il faut refaire ses preuves d'ailleurs, pour être élu. La vraie élection, en fin de compte, c'est la deuxième, c'est pas la première. Et Bolène, c'est une satisfaction pour la Ligue du Sud que c'est. Alors, Bolène, c'est une ville un peu bizarre, parce que il y a 4 villages, en fait. Il y a 4 villages éclatés, avec 4 tempéraments différents. Donc c'est pas facile à gérer. Il y a des oppositions de quartier. La gauche a tenu cette ville depuis des temps immémoriaux. Donc il y a eu un formatage des gens, des fonctionnaires en particulier. C'est pas un dossier facile. C'est pas un dossier facile. Très bien. Alors pour l'avenir politique, on vous a su très proche de Philippe de Villiers pendant quelques années. Qu'en est-il aujourd'hui? Je l'aime beaucoup. Je regrette un peu qu'il ne veuille pas se lancer dans le combat politique. Mes amis se relancer, du coup. Oui, se relancer. Mais mes amis me disent. Je parlais avec Charles Millon, je mangeais avec Charles Millon il y a peu de temps, il me dit que non, il ne voudrait plus y aller, quelle que soit la situation, parce qu'il a trop souffert de sa campagne précédente. Je peux le comprendre. Par contre, je le regrette vivement, parce qu'il me paraissait être l'homme qui avait les qualités dont la France a besoin. Alors, quelles sont ces qualités? Pour un candidat à la présidence de la République, avoir monté ses compétences, être fidèle à ses idées, avoir du talent. Si on a ces 3 choses, là, c'est déjà pas mal. Et vous ne retrouvez pas chez Marine Le Pen la présence de ces 3 qualités? Je les cherche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remous au sein du Front National. On parle de l'existence de plusieurs lignes. Il y a toute une série d'exclusions, un changement d'identité dans la nature des personnes qui y travaillent. Ça appelle quel commentaire chez vous? Ça appelle une réflexion un peu synthétique. Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que la direction du Front n'a pas voulu prendre le pouvoir. Elle aurait pu, elle n'a pas voulu, et je crois qu'elle n'a pas voulu consciemment.
consciemment, soit que son président jugeait que ça l'intéressait pas ou qu'il avait pas les qualités pour, peu importe. Il a été brillant pour détruire l'instrument qu'il avait créé. C'est dommage et ça c'est pas facile à relancer, à recréer. Je ne crois pas que ça puisse ressortir, qu'on puisse transformer le front de l'intérieur pour en faire un bon outil. Je crois qu'il y a des travers, il y a un passé, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses. Mais la prise de pouvoir par un clan patriotique est de plus en plus à l'ordre du jour, parce que c'est ce qu'attendent les citoyens. Alors c'est paradoxal, il y a de moins en moins d'offres politiques convaincantes et de plus en plus d'attentes. Oui, parce que c'est pour ça que j'aurais aimé que Philippe de Villiers reprenne son bâton de pèlerin, parce que ce que les gens attendent, c'est quelqu'un qui puisse porter leur espoir. Et pour porter leur espoir, il faut des compétences, du talent et de la passion. Bon, c'est pas possible, mais c'est vrai que ce qui nous manque au niveau national, c'est un catalyseur réel, vrai. Mais ça s'invente pas. Alors, ce qui aurait pu être le catalyseur, c'était les rendez-vous de Béziers auxquels vous êtes rendus. Comment avez-vous apprécié ce moment? L'idée réaction? L'idée est excellente. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais le ressenti que j'ai eu, c'est que on essayait de fédérer des équipes, alors que ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est fédérer les hommes et les femmes, bien sûr. C'est-à-dire fédérer autour d'idées et non pas vouloir associer des brain trusts. Parce que chaque brain trust veut préserver en son français patrimoine. sur Radio Courtoisie, laboratoire d'idées, on va dire. Oui, je crois que si on fédère des équipes, on fédère des égoïsmes aussi. Si on veut fédérer les citoyens, là, peut-être qu'on peut passer à côté des égoïsmes sans écarter personne. C'est ce que je vais essayer de faire, mais avec beaucoup de modestie à l'université d'été qu'on va faire à Orange en septembre, fin septembre. C'est de réunir des gens autour d'idées forces, d'idées indiscutables. Et pas pour bâtir un parti ou une hiérarchie d'ailleurs, ce qu'il ne voulait pas faire non plus, ce qu'il avait raison, mais pour voir ce qui se passe. En fin de compte, la politique c'est aussi de l'alchimie. On travaille pour le bien commun d'une manière désintéressée et on voit ce qu'il en sort. Quelquefois il en sort quelque chose, le plus souvent il ne sort pas grand-chose, mais on doit essayer. Alors pour revenir sur l'actualité politique et notamment l'actualité politique de la droite, la primaire des Républicains est en plein déroulement. Allez-vous soutenir un candidat? Que vous inspire le principe des primaires? Est-ce que vous retrouvez dans les propositions de Nathalie Kosciusko-Morizet ce genre de choses? Je mangeais hier avec des élus qui étaient tous des républicains. Donc la conversation a porté là-dessus. Alors ce que j'en pense, c'est qu'il y ait 12 candidats, c'est déjà extrêmement étrange. C'est extrêmement étrange parce que normalement il devrait y en avoir un ou deux. Bon, là 12 ça fait beaucoup. Dans le lot, moi j'ai des gens que j'aime bien. En soutenir, j'ai assez envie d'en soutenir parce qu'il me l'a demandé. Je crois pas que ce soit une finalité en soi, mais moi je suis le seul élu à l'Assemblée de droite intégrale, si j'ose pas. Vous êtes de droite intégrale. De droite intégrale. Et j'ai autour de moi des élus, je suis dans un noyau, territorialement, ça s'entend. Et je vois qu'il y a des réticences. Ils ont, en fin de compte, ils ont peur. Ils ont peur d'être marqués
par cet élu de droite, enfin, ce que c'est, il ose dire, ce que les Français pensent tout bas, ils le disent tout haut, c'est scandaleux. Donc, c'est en ça que je serais assez porté à donner mon ovation à la demande, parce que ça montre que je ne suis pas si ostracisé que ça. Par contre, c'est vrai que il n'y a pas de candidat. Sarkozy, je le vois bien hier soir, la discussion que j'ai fait, Sarkozy avait la majorité de soutien dans la tablée où nous étions, mais il y a des reproches sous-jacents quand même. Il y a des reproches sous-jacents qui tiennent au fait que il a été extrêmement brillant quand il a été élu et que les gens étaient extrêmement déçus de son premier mois de mandat. Et ça, c'est vrai que c'est lourd à porter. Donc, on ne sait pas s'il va en ressortir. Je pense quand même qu'il va gagner. Mais c'est vrai que s'il gagne, il faut qu'il en ait tiré des leçons. Parce qu'il n'a pas tiré des leçons, ça sera dramatique. Ça sera dramatique. Alors, Marine Le Pen dit que son parti et qu'elle n'a jamais été de droite. Nicolas Sarkozy annonce qu'il est de droite. Pour vous, qu'est-ce que ça vous qui êtes de droite intégrale? Je pense que Sarko est plus de droite qu'elle, oui. D'accord. Sous quel aspect? D'abord sur la politique économique, puis même sur la politique familiale. Lui, il dit qu'il reviendra sur le mariage gay. Elle dit qu'elle y reviendra pas. Donc, et sur la défense de la vie, je pense que Sarko va être à peu près correct. Elle se prononce pas, donc. Très bien. L'actualité politique va être aussi marquée par les conséquences de la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. On voit aussi que les électeurs vont retourner aux urnes en Autriche après que les candidats écologistes et le système aient truqué les élections. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un printemps des nations en Europe? Et comment évaluez-vous ces évolutions? Alors d'abord, je pense que l'Angleterre n'était pas réellement totalement dans l'Europe. Donc, c'est assez facile pour elle de s'en sortir. Par ailleurs, je pense qu'économiquement, elle est beaucoup mieux armée pour la France pour en sortir aussi. Et troisièmement, ce qui m'est très sympathique, si elle sort, en réalité, si elle sort, c'est par le refus de l'accueil des réfugiés. Et ça, c'est très bien, je l'en félicite aussi. Je suis ravi que nos amis d'Autriche revotent, parce que ce candidat paraît très sympathique, paraît intelligent, ça change, donc c'est très sympathique. Il y a nettement un renouveau patriotique dans l'Europe de l'Est, l'ex-Europe de l'Est, et cela fait chaud au cœur. Et pour ma part, je crois que l'espoir de survie de l'Europe passe par l'ouverture à l'Est. L'ouverture à l'Est, l'ouverture même à la Russie. Et la Russie fait partie de l'Europe. Donc, il y a des choses... Et je préfère des patriotes avec lesquels je serais peut-être pas tout le temps d'accord, mais avec lesquels je serais d'accord doctrinalement, plutôt que des gens qui se disent mondialistes et qui font tout pour détruire l'Europe qu'ils devraient défendre. Donc, je trouve ce qui se passe très sympathique. De la même manière que je trouve très sympathique, pour sauter du coq à l'âne, mais qui procède du même esprit, le fait qu'aujourd'hui, on voit nos curés être des curés croyants, alors que hier, on avait l'impression d'avoir des curés qui ne croyaient pas. C'est un petit peu ça que l'on voit avec l'évolution de l'Europe aujourd'hui. On voit une renaissance du bon sens, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, parce que les forces du nivellement, de la destruction, sont quand même extrêmement puissantes. Alors vous parliez des prêtres. Est-ce que la religion occupe une place importante dans votre engagement politique? Comment vous liez ces deux sacerdoces? Alors, je ne sais pas si c'est intrinsèquement lié, puisque j'ai traversé une longue passe d'athéisme, pas militant, mais fort, parce que quand j'ai été étudiant, donc que je combattais pour l'Algérie française, j'avais participé à une réunion à la CCU, Centre catholique universitaire, où il y avait là deux prêtres qui défendaient le FLN d'une manière indéfendable, scandaleuse. Donc j'avais réagi avec la brutalité de la jeunesse, et j'avais dit, si c'est ça la religion, je n'en fais pas partie, donc j'étais sorti de ça. Et j'ai mis
un temps fou avant de rejoindre. Et ce qui m'a fait rejoindre, c'est de rencontrer des prêtres qui croyaient et qui m'ont dit que j'avais pas forcément tort en mettant énergie. Même si j'ai commis un gros péché d'orgueil en accusant toute l'Église de porter les tares de quelques-uns. Il est évident qu'aujourd'hui, ma démarche est beaucoup plus puissante parce que beaucoup plus axée sur le religieux. Or, nous vivons au siècle du religieux. On le voit bien avec l'explosion de l'islam, avec le terrorisme qu'il développe, et il est évident que la réalité, on peut pas le dire à l'Assemblée, mais pour lutter contre le terrorisme, il n'y a qu'une manière de lutter, c'est d'avoir une religion plus cohérente et plus forte que nos ennemis qui tuent au nom d'Allah, alors que nous devons aimer au nom de Dieu nos ennemis. Et il faut dire que c'est pas facile d'aimer ceux qui vous font sauter. Mais il faut essayer. Donc oui, aujourd'hui, très nettement, ce qui m'incite à continuer, c'est le fait que je crois et que je crois que ce que je fais est important. Alors, mine de rien, beaucoup de catholiques sont quand même en délicatesse aujourd'hui avec la hiérarchie de l'Église, notamment la hiérarchie française, et même avec certaines déclarations du pape François. Que leur dites-vous, vous, en tant qu'élu, ou parfois l'Église de France ou le pape semblent prendre des positions aux antipodes des vôtres? Alors, je crois que, très clairement, je dis que le pape a une compétence religieuse. Il n'a pas une compétence de chef d'État. Ou s'il a une compétence de chef d'État, il l'applique quand il reçoit à la cure ses 40 musulmans. Et s'il arrive à les convertir, il a ma bénédiction, même si je suis pas habilité à la donner. Je crois qu'il ne faut pas mélanger le propos religieux, qui est de la compétence du pape, et le propos politique, qui n'est pas de sa compétence. Il a le droit de parler en tant qu'homme, mais quand il parle politique, il parle en tant qu'homme, il parle pas en tant que premier prêtre de l'Église. Donc voilà, c'est très simple. Et quand mon curé se demande dans la presse si je suis catholique, je l'invite à venir dans mon bureau, ce que j'ai fait, et je lui parle. Et une fois que je lui ai parlé un peu longuement, il me dit oui, oui, c'est vrai, je me demande si l'islam c'est pas un problème inquiétant, bien plus inquiétant que ce qu'on croyait. Et donc le curé de votre paroisse a remis en cause votre catholicisme dans la presse? Oui, tout à C'était fait. à quelle occasion? Quand j'ai dit que je ne voulais pas de réfugiés à Orange. Et à la rigueur des catholiques. Ouais. À la rigueur des catholiques. Encore que les catholiques, le mieux c'est qu'ils restent chez eux aussi, ce qu'ils veulent. Comment un maire d'ailleurs peut-il aider à vous expliquer que c'est la transcendance catholique qui peut aller contre le terrorisme? Est-ce qu'un maire peut aider à cela par l'exemple, par la restauration? Alors d'abord, je ne peux rien pour ou contre les réfugiés. Ça me dépasse complètement. Donc c'est une affirmation ex-cathedra d'intention. Ensuite, ce qu'on peut faire beaucoup. D'abord, moi et Marie-Claude, nous consacrons nos vies au cœur sacré de Jésus. C'est important parce que les Orangeois et les Bolénois sont protégés, au moins moralement. Ensuite, on peut maintenir en bon état le patrimoine municipal mis à disposition des prêtres. Et ça, on le fait aussi bien à Orange qu'à Bolène. On le fait d'une manière importante parce que ça fait partie non seulement de notre patrimoine municipal, mais ça fait partie de notre patrimoine sentimental, civilisationnel et religieux. Donc on peut faire ça, et ensuite on peut travailler la main dans la main avec les prêtres, même si quelquefois ils vous égratignent par manque de connaissances politiques. Merci beaucoup Jacques Bompard. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie puisque la ville d'Orange, la ville de Bolène avait accueilli la chorale Cœur Joie de SOS Chrétien d'Orient. Vous pouvez suivre toute l'actualité de notre association actuellement sur www.soschrétiendorient.fr. Ils seront 200 jeunes volontaires français tout l'été à être en Irak, en Syrie, en Jordanie, en Égypte et au Liban. Nous avons donc besoin de toutes vos prières et de toute votre sollicitude, puisque déployer 200 personnes dans 5 pays en guerre est un miracle à la fois logistique et diplomatique, qui va encore nous demander d'être sur le pont pendant quelques semaines, et qui ça pourra donc bien se passer uniquement si nous avons votre soutien par la prière que nous vous demandons. Très bon mois d'août et très bonne fin de soirée à tous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit des débats, dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 6 juillet 2016, diffusée mercredi 10 août de 21h30 à 23h. Elle est rediffusée samedi 13 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.